L'invité de ce Smart Impact est avec nous en visioconférence en duplex. J'accueille Philippe Portenseigne. Bonjour, bienvenue. Vous êtes directeur associé de l'expertise chez EPSA Innovation et Énergie. Peut-être pour commencer, est-ce que vous pouvez nous rappeler ce qu'est le groupe EPSA ? Alors, le groupe EPSA, c'est un groupe de conseil opérationnel présent à l'international, 1500 collaborateurs pour quasiment 200 millions de chiffres d'affaires. Et notre métier, c'est d'accompagner la performance durable, comme vous le rappeliez tout à l'heure, des entreprises comme des acteurs du secteur public et en particulier du secteur agricole, qui est très concerné aujourd'hui par des enjeux de compétitivité, d'innovation, mais de transformation environnementale. Et là, ça porte beaucoup sur la transition énergétique ou pas seulement ? Alors pas seulement. En fait, ce qu'on va voir tout à l'heure, c'est que l'État met en place un continuum de financement pour accompagner toute la filière depuis en fait les enjeux de compétitivité, de souveraineté, comme des enjeux environnementaux. En fait, on est sur la ligne de crête qu'évoquait Emmanuel Macron hier sur l'industrie. Le secteur agricole est en fait dans la même dynamique, à savoir qu'il faut combiner des enjeux assez anciens de compétitivité, de souveraineté plus récemment, puisque la crise ukrainienne notamment a révélé quelques fragilités dans nos filières d'approvisionnement. Et puis de l'autre côté, la nécessaire transformation environnementale et sociétale avec tous les enjeux que l'on connaît, évidemment la gestion de l'eau, l'affrontement des enjeux climatiques et puis le bien-être animal. Donc l'agriculture est confrontée à de très très grands enjeux qui finalement caractérisent un peu ce que sont les défis de la France aujourd'hui dans le domaine industriel et économique. Oui, c'est presque une équation impossible à résoudre pour les agriculteurs, si vous l'avez dit, si on parle de la guerre de l'eau, l'inflation, la baisse de la consommation sur le bio. Est-ce qu'on peut parler d'une sorte de casse-tête stratégique et économique aujourd'hui ? Absolument, c'est un casse-tête stratégique, d'autant que c'est une profession qui est moins attractive. C'est un univers qui est évidemment surveillé comme le lait sur le feu depuis des années au travers de la politique agricole commune. Donc il y a déjà beaucoup de financements qui ont été apportés pour soutenir la compétitivité et la modernisation des agriculteurs, mais sont venus effectivement plus récemment se rajouter des enjeux plus criants encore sur le développement de l'environnement. On l'a vu sur les débats autour des bassines, sur la gestion de l'eau, et on peut cumuler comme ça de nombreux exemples sur l'utilisation de moins d'intrants. Et on constate évidemment que tout ça se fait dans un contexte de guerre économique, non seulement avec le grand export, ça on le savait déjà, mais aussi à l'intérieur même de l'Europe. Donc c'est un casse-tête effectivement qui fait qu'aujourd'hui l'État met en œuvre un certain nombre de financements inédits qui n'existaient pas forcément auparavant, qui sont parfois plus fléchés, plus faciles d'accès. On le verra tout à l'heure, notamment sur ces agro-équipements innovants. Alors, je veux bien qu'on rentre dans le détail tout de suite. Donc, c'est le plan France 2030, de nouvelles aides prévues effectivement pour le secteur agricole. Pour bien comprendre, elles sont toutes conditionnées à une transformation vers l'agroécologie ? Alors, elles sont à la fois conditionnées et en même temps, elles sont beaucoup plus faciles d'accès. Le plus simple exemple, c'est de citer donc cet appel à projet qui a été lancé par France Agrimer et qui a été communiqué lors du Salon de l'Agriculture en février dernier, qui vise en fait à mettre en place un système de financement sur étagère d'un certain nombre de familles d'équipements. Donc si vous avez des devis sur des équipements qui sont référencés dans la liste qui est prévue par l'appel à projet, eh bien vous êtes mécaniquement éligible à ces différents financements. Donc on peut citer quelques exemples très concrets dans les différentes familles d'équipements. Vous avez aussi bien des stations météo connectées, des mélangeuses automotrices autonomes. Donc en fait, on parcourt finalement l'ensemble des matériels qui sont soit des matériels qui n'existaient pas dans les exploitations agricoles, donc qui sont destinés à s'équiper pour mieux anticiper les problèmes climatiques, mieux anticiper la gestion de l'eau. Et puis on est sur des équipements mécaniques parfois un peu plus basiques, mais qui sont extrêmement précieux. Ça peut être toute la mécanisation qui permet le désherbage mécanique et d'utiliser moins d'intrants chimiques. Ça peut être également toute la transformation énergétique de certains équipements, passer de l'hydraulique à l'électrique, passer au méthane. Donc on a toute une famille d'équipements qui essayent de viser finalement un peu tous les enjeux qu'on évoquait tout à l'heure, c'est-à-dire à la fois la préservation des sols, une meilleure gestion de l'eau,
l'anticipation de sécheresses de plus en plus nombreuses, et puis au final, donc, d'aider les exploitations à se moderniser, d'où la raison donc, de ces taux de financement qui sont relativement élevés, hein, puisqu'on est sur des niveaux d'aide qui vont de 20 à 40%, donc qui permettent aux agriculteurs de s'équiper plus rapidement dans ces dispositifs qui, on l'a dit tout à l'heure, sont une équation qui est complexe pour eux. Ouais, donc ce qu'on comprend bien, c'est vraiment un investissement dans du matériel moderne qui permet d'accélérer la transition vers l'agroécologie. Donc sur étagère, on a bien compris, hein, il suffit, voilà, on regarde sur la catalogue en quelque sorte le matériel qu'on va changer. Est-ce qu'il y a d'autres types de financements innovants qui permettent d'accélérer cette transition ? Alors oui, il y a des financements aussi nationaux qui viennent aussi chercher à favoriser les initiatives territoriales pour changer de modèle, hein. Donc l'idée ici, c'est d'associer les territoires, les entreprises, les agriculteurs. Donc on met ici de la collaboration entre des fournisseurs de solutions, des chercheurs, des collectivités territoriales qui cherchent à renouveler finalement ce que c'est l'écosystème agricole et agroalimentaire. Parce que les deux sont étroitement liés, hein. Il y a, comme je le disais tout à l'heure, une volonté d'accompagner toute la chaîne dans ce qu'on appelle globalement l'alimentation saine et durable, et qui doit combiner donc à la fois la compétitivité de la chaîne agricole et puis le fait qu'on a des attentes sociétales aujourd'hui de plus en plus fortes sur le bio, la naturalité. Donc tout ça fait que l'État met en place des financements qui permettent finalement de tester toute la chaîne. Donc en regard par exemple du financement sur étagère que j'évoquais tout à l'heure, vous avez des financements évidemment pour les fournisseurs de solutions. Donc ici on essaye de privilégier des industriels, des start-up françaises qui parfois ont du mal à industrialiser et à commercialiser leurs équipements. Et donc là, on leur donne un coup de pouce en leur disant, voilà, si vous proposez des capteurs, des robots, des drones, des nouveaux matériels qui permettent aux agriculteurs de se moderniser, d'être plus performants et plus durables, eh bien, on va vous financer finalement cette démarche d'industrialisation et on va finalement faire la promotion de vos équipements auprès des agriculteurs en finançant sur étagère, comme je le disais tout à l'heure, ces différents matériels. Donc il y a vraiment un cercle vertueux à deux faces, avec d'un côté des enjeux industriels et de l'autre côté des enjeux agricoles. Et sur la transition énergétique, l'idée c'est quoi ? C'est d'inciter les agriculteurs, les exploitants à devenir producteurs déjà de leur propre énergie ? Producteurs d'énergie, utilisateurs de matériel avec un mix énergétique différent, hein, puisque on a bien sûr, comme sur d'autres objets de mobilité, la question de l'utilisation de quel carburant pour les tracteurs. On a évidemment toute cette logique de production d'énergie, comme on l'expliquait sur la méthanisation, hein, qui est quelque chose qui a été mis en œuvre il y a déjà quelques années, mais sur laquelle on est très en retard par rapport aux Allemands. Donc l'idée, c'est qu'aujourd'hui, il y a tout un mix énergétique effectivement à revoir sur certains agriculteurs, hein, puisqu'on ne parle pas forcément de culture en plein champ. Vous avez aussi des agriculteurs qui sont sur des activités qui nécessitent des serres. Donc ces serres, elles doivent justement avoir des niveaux de performance énergétique plus élevés. Donc là aussi, on retombe sur des matériels plus performants et plus innovants pour justement que l'aération et l'utilisation de l'énergie soient meilleures. Donc vraiment, on est sur une vraie révolution agricole dans tous les sens du terme. Les débats sur la compétitivité ne sont pas nouveaux, mais ils viennent devenir de plus en plus aigus dans un métier qui, on le disait tout à l'heure, souffre énormément par son attractivité, son manque de revenus. Donc beaucoup d'enjeux qui font que l'État est au chevet des agriculteurs pour les aider et les accompagner, notamment avec des financements plus nationaux, là où les agriculteurs étaient très accompagnés au niveau régional par les fonds européens, hein, que les agriculteurs connaissent bien. Et avec un contexte alors, qui est, on l'espère, conjoncturel, qui est celui de la baisse de la consommation du bio. Est-ce que ça, vous sentez que c'est un frein aujourd'hui dans la démarche de certains agriculteurs, de certains exploitants pour aller vers une agriculture plus écologique ? Bien sûr, bien sûr. De toute façon, il y a des freins majeurs à la conversion d'une manière générale. En fait, hein, on est sur des méthodes de production qui sont relativement anciennes et même si aujourd'hui beaucoup d'initiatives sont prises pour basculer vers d'autres modes de production, il y a encore un certain nombre de réflexes évidemment conservateurs. C'est assez logique. On trouve
des choses similaires dans l'industrie. Le parallèle peut être fait. Donc effectivement, conjoncturellement, on a cette baisse du bio pour des questions de pouvoir d'achat, tout simplement. Donc on en revient toujours à la même équation, c'est-à-dire comment combiner une alimentation saine et durable avec des prix compétitifs et finalement une compétitivité qui est notamment liée à la taille critique. On sait qu'en France, on a une diversité agricole qui est bien supérieure aux autres pays, donc une gamme finalement de produits qui est très très étendue et des exploitations qui en moyenne sont beaucoup plus petites. Donc il y a vraiment un changement de paradigme qui est très très important, et c'est vrai que de manière un peu caricaturale, parfois on a tendance à opposer agriculture intensive et très compétitive avec une agriculture plus saine. C'est ça le grand défi, c'est d'arriver à combiner une agriculture saine avec une agriculture qui change de dimension. Merci beaucoup Philippe Portenseigne et à bientôt sur Bismart. On passe tout de suite à notre débat, la mode responsable au programme.